Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette vidéo de débrief à froid suite à l'élimination assez piteuse et mémorable de l'équipe de France masculine de handball après le quart de finale perdu contre l'Allemagne. Je te rappelle le score 35-34 après prolongation. Et c'était un match qui s'est déroulé pour la France, qui est très bien parti, puisqu'à la mi-temps, la France menait 17-14, et à la fin du temps réglementaire, il y avait 29 partout, dans des conditions sur lesquelles on va revenir de manière un petit peu plus posée. Alors, avant que je rentre dans les détails de cette vidéo, j'essaie de rester le plus factuel possible, parce que j'ai encore pas mal les boules de ce qui s'est passé hier. J'ai fait un débrief à chaud, une vidéo débrief à chaud que je t'invite à aller visionner si toutefois tu ne l'as pas encore vu. Là, le but du jeu, il est de simplement d'établir un petit peu les circonstances qui ont fait que Dikamem, à 6 secondes de la fin, se retrouve obligé de faire une passe complètement hasardeuse. Il perd le ballon et Reinhard Huskins nous crucifie après une entente avec Kochter, crucifie Vincent Gérard et donc amène le match à 29 partout. Parce qu'on a beau dire, effectivement, et là, lorsque je me balade un peu sur les réseaux sociaux et que j'essaie de parler avec les gens, se faire passer pour, comment dire, un Robert du PMU ou un coach du web ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément quelque chose de très agréable, mais je vais quand même relever le défi de l'analyse et de la précision. Parce que, oui, je ne suis pas ni Claude Onesta, ni Daniel Costantini. Toutefois, j'ai joué au hand dans ma vie, j'en ai fait pendant 10 ans. J'ai évolué au plus haut niveau en National 2, j'étais en jeune. Donc je connais un peu le jeu, je connais un peu le sport, je l'ai beaucoup suivi, et encore plus ces dernières années, avec l'évolution des règles. Et ce jeu me passionne, et là, moi qui aime bien expliquer les choses, je suis un petit peu pédagogue dans mes autres activités hors du handball. Ça m'arrive d'expliquer des choses, et je suis également intervenant, professeur dans d'autres domaines. Donc là, on va essayer de prendre les choses de manière très structurée, très calme, pour expliquer là où on en est arrivé, sans venir tirer à boulet rouge, quoique sur le coaching, mais on va juste signaler certains manquements qu'il y aurait eu. Alors d'abord, petits éléments statistiques, parce que c'est important de partir sur du concret, de partir sur des chiffres. 35-34 à la fin de la rencontre. Mi-temps, 17-14 pour la France, à la fin du temps réglementaire, 29 partout. En termes d'efficacité au global, l'Allemagne est à 56% de réussite à 35 buts sur 63 tentatives. Alors que la France a eu 9 tentatives de moins, 34 sur 54 seulement, à 63%. Je répète, l'Allemagne est à 56% et nous, 63%. On a une meilleure efficacité que l'Allemagne et on perd. Ça, c'est factuel. Ensuite, quand on voit les buts, comment ils sont ventilés, on a une répartition de buts qui touche un petit peu l'ensemble des domaines, et c'est la première fois depuis le début du tournoi qu'on a une répartition de buts aussi globale comme ça, parce que en fait c'est tout simplement, voilà, la première mi-temps est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, puisque là c'est sans doute la période où l'équipe de France masculine a le mieux joué. 6 buts sur 9 tentatives à 6 mètres, 3 sur 7 sur les ailes, 14 sur 25 à 9 mètres, plus de 50% à 9 mètres, 4 sur 4 au penalty, merci Hugo Desca, et 4 sur 6 en contre-attaque, et 2 sur 2 en percée, et on a scoré une fois dans une cage vide. Donc en gros, l'ensemble des contextes dans lesquels on pouvait marquer, toutes les cases ont été cochées. Donc c'est un très bon match de l'équipe de France, avec 63% de réussite. Mais alors, on va venir à Vincent Gérard, 42% d'arrêt à 24 sur 57. Tous les jours, tu gagnes quand tu as des stats comme ça. Quand tu as Dikamem à 10 sur 15, quand tu as Hugo Desca à 8 sur 10, donc 4 sur 4 au penalty, quand tu as Elohim Prodi à 4 sur 5, les 3 meilleurs marqueurs français hier, tu gagnes 99% du temps, mais aussi tu peux perdre. Et comment tu perds dans ce cas-là? Le coaching. Et c'est important d'aller voir, parce que quand tu veux avancer, quand tu veux progresser, c'est important que tu te dises la vérité sur ce qui s'est passé en partant d'éléments concrets et factuels, je le répète. Alors, du côté allemand, par contre, on a
Reinhard Huskins, meilleur marqueur de la rencontre, à 14 sur 21. 14 sur 21. Deuxième buteur de l'Allemagne, c'est Johannes Gola, le pivot à 6 sur 7. Et Sébastien Heimann, l'autre arrière gauche, à 6 sur 12. Et Yurik Noor, juste après, est à 5 sur 9. En gros, il y a eu 14 et 6, 20 et 5, 25. 25 buts sur 35 de la base arrière. Et on n'a pas un coach pour voir ça ? 25 buts sur 35 de la base arrière allemande. Est-ce que tu as vu dans le match, est-ce que tu te rappelles avoir vu une dissuasion, une tentative de jeu à 1-5 ? Alors oui, Karl Conan a essayé, mais il a pris une fois 2 minutes, il était en retard, il n'était pas suivi des faits. On n'a pas insisté là-dessus. Non, on fait des temps morts qui ressemblent à des cercles de parole. On ne peut pas parler de ça. Là encore, défaillance dans le coaching. Les chiffres ne mentent pas. Maintenant qu'on a dit ça, revenons sur le coaching. Et j'aimerais poser une question centrale. La question que je pose, c'est comment peut-on perdre avec un gardien qui fait 42% d'arrêt à 24 sur 57, avec un taux d'efficacité au tir le meilleur qu'on ait eu de tout le tournoi, à 34 sur 54. On a pris moins de tirs que les Allemands, à 63% de réussite. Et tu perds! C'est très simple. Voilà comment ça se passe au niveau du coaching. En fait, à la mi-temps, on mène 17-14. La plus grande avancée qu'on ait eue pendant la rencontre, à 31 minutes et 31 secondes en deuxième mi-temps, on mène 20-14. On mène de 6 buts à 29 minutes de la fin du match et on se fait remonter. Comment ça se fait ? On se fait remonter après un temps mort de l'Allemagne. 20-14. On mène 20-14 et à la fin du temps réglementaire, il y a 29 partout. On prend un 12-6. Comment ça se fait ? C'est très simple. On remonte tranquillement les choses. La France, le premier temps mort de la France, en fait, tu vas comprendre que les temps morts n'ont jamais été posés au bon moment. On parle beaucoup du troisième temps mort, mais les deux premiers. Le premier temps mort a été pris à 27 minutes et 16 secondes dans la première mi-temps, alors qu'on mène 17-12. Et après ce temps mort, on prend un 2-0 pour finir à la mi-temps à 17-14. Ça veut dire que le temps mort... Est-ce que le temps mort a été efficace ? Non. Le deuxième temps mort, on le prend à 53 minutes 26. Il y a 26 partout à ce moment-là. Est-ce qu'il a été efficace ? Non. Et le troisième temps mort à 59 minutes 54, donc 29-28 pour nous, alors qu'on vient de sauver la balle de l'égalisation juste avant, qu'on est en train de remonter la balle, Guillaume Gilles pose son troisième temps mort. Et entre-temps, je t'ai posé la question hier de savoir mais pourquoi il a posé ce temps mort-là. En fait, l'explication, il l'a donnée en interview après. Tu sais ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il ne voulait pas perdre la balle sur la remontée de balle parce que sinon on lui aurait reproché. Guillaume, tu mènes de +1 à 8 secondes de la fin, tu récupères la balle, on a la montée, les joueurs n'ont qu'à bouger, on enterre le ballon, on le met sous le maillot, on fait des 1 contre 1, on fait des fautes. Tu as des joueurs, c'est pas des moins de 13 ou des moins de 15 que tu as. Tu as des joueurs qui jouent à Barcelone, à Veszprém, au Paris Saint-Germain, qui ont le métier, qui savent gérer ce genre de situation, et tu sors un truc comme ça ? Tu nous prends pour qui ? Non, Guillaume. Non. Tu as des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde, qui sont coachés par les plus grands coachs, Raúl Garcia, Xavi Pascual. Non, Guillaume. Non. Tu peux pas nous dire ça. Les supporters de handball qui aiment ce sport, qui sont aguerris, qui ont grandi dans leur analyse, qui ont étudié un petit peu le jeu, tu pourras pas leur faire à eux. Tu pourras faire à Janine, qui est supportrice, qui sort seulement pour les Jeux Olympiques et qui fait « Oh là là, mais vous avez jamais été coach, comment vous aurez fait vous ?» Eux, tu peux leur faire à eux. À des gens comme nous, non, tu peux pas. C'est pas nous, les Robert du PMU. Il y a des chiffres.
Et je te réponds avec des chiffres. Tes temps morts sont nuls. Ils n'ont rien apporté. Et quand on regarde comment ça se passe dans les temps morts, parce que avec Eurosport, on peut faire des replays, on peut ralentir, on peut écouter ce qui se dit. Il ne se passe rien dans les temps morts. C'est pas efficace. Le temps mort participatif où tout le monde dit tiens, je vais faire ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché de la compétition. Parce que tu avais des joueurs qui pouvaient faire des différences à eux tout seuls. Parce que tu as Elohim Prandi à gauche et Dikamem à droite qui sont des finisseurs mondiaux, qui sont les meilleurs du monde dans cet exercice. Mais on a des joueurs qui sont puissants, athlétiques, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut qu'ils soient cadrés dans la bonne direction. Et c'est pour ça, je reviens à Dikamem. On ne peut pas lui en vouloir. La personne qui lui dit « Ouais, mais t'as fait une passe de Benjamin », non, tu peux pas, il faut pas lui tomber dessus. Parce que même lui, tout dit quand même qu'il est, il a besoin d'être coaché, qu'on lui dise exactement ce qu'il faut faire. Alors tu vas me dire « Oui, mais dans le temps mort, il a pris la parole, il a dit, je sais plus ce qu'il a dit exactement, il a demandé à quelqu'un de se taire dans le temps mort. » On a entendu. On a entendu. Et bien sûr, quand on apprend en école de hand, ou quand on apprend en catégorie de jeunes en moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 17, moins de ce que tu veux, ton coach, il parle, il connaît le chemin, tu la fermes. Mais quelle légitimité a Guillaume Gilles? Pourtant, Guillaume Gilles a gagné des titres. En tant que joueur, ça a été un super joueur. On l'a adoré, c'est pas le problème. Mais en tant qu'entraîneur, dit quand même qu'il se permet de dire ça, mais est-ce qu'avec Daniel Costantini, ça aurait existé, ça? Never. Est-ce qu'avec Claude Onesta, ça aurait existé? Never. Et pourtant, avec Claude Onesta, c'est là que l'idée du coaching participatif a un petit peu été instaurée. À ce moment-là, mais il faut bien comprendre le contexte, dans quel contexte ça a été fait. On avait des joueurs intelligents qui savaient penser par eux-mêmes. Là, je ne dis pas que les joueurs qu'on a en ce moment en équipe de France masculine, c'est pas qu'ils sont bêtes. C'est que, attention, je ne me permettrai jamais de dire un truc comme ça. Mais ils ont besoin d'être un petit peu plus cadrés parce que ce sont des monstres athlétiques. Des joueurs qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années à l'époque de Claude Onesta. Ce sont des monstres athlétiques, des machines de guerre qui sont spécifiques pour aller scorer d'une certaine manière, mais seulement qui se prennent pour pour des monstres tacticiens, alors qu'en fait, non, c'est sur le terrain qu'il faut que tu prouves que tu es utilisé d'une certaine façon, que tu dois exécuter. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te dire ce qu'il faut exécuter. Les 3 temps morts français ont tous été soldés par des pertes de situation, par des défaites absolues, en gros des temps morts complètement inutiles. Voilà pourquoi on a perdu. Alors on peut remonter la chaîne causale. Est-ce qu'on sait gérer les temps morts en France? Non. Est-ce que l'équipe de France masculine sait gérer le jeu à 7? Non. Est-ce que Guillaume Gilles a appris à faire ça? Non. Guillaume Gilles est un coach relationnel. En NBA, dans le basket, on appelle ça des players coach, c'est-à-dire des coachs qui ne sont pas des fins tacticiens, mais qui vont essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de connaissances tactiques pour que ce soit efficace. Carlo Ancelotti, dans le foot, l'entraîneur du Real Madrid, lui, il est comme ça, c'est un players coach, mais par contre, tactiquement, il connaît le foot. Je te donne un exemple extrême. Si on transpose ça dans notre sport au handball, on avait, Claude Onesta, Daniel Costantini, Didier Dinard, c'est particulier. Là, Guillaume Gilles, là, ça a sauté vraiment au milieu de la figure. Comme le nez au milieu de la figure. Didier Dinard est champion du monde, attention. Guillaume Gilles, il est champion d'Europe, il a été champion d'Europe avant les Jeux Olympiques, mais autant le coup tactique qu'il a fait pendant le championnat d'Europe, alors qu'on n'avait pas un meilleur jeu qu'aujourd'hui, hein. C'était efficace parce que les gens en face, les équipes en face, ne savaient pas trop comment nous prendre, ne savaient pas trop comment faire avec nous. Là maintenant, tout le monde sait passer le mot, hein. Tout le monde s'est envoyé des SMS, les groupes WhatsApp, toutes les infos ont tourné. Guillaume Gilles, ça ne marche plus. Alors, j'ai appris aujourd'hui que Philippe Bana, le président de la fédération, a confirmé officiellement Guillaume Gilles à la tête de l'équipe de France masculine. Éric Maté, son adjoint, lui, va aller s'occuper de Montpellier. Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Ok, pourquoi pas, Guillaume Gilles?
maintenons-le. Mais là maintenant, j'attends de voir ton évolution. Tu peux avancer, tu peux évoluer. Le coach adjoint, le sélectionneur adjoint d'Olivier Crumbles chez les filles, Sébastien Gardillou, a lui aussi eu des échecs par le passé. Il s'est amélioré. C'est lui qui, toute la gestion de l'attaque des filles, c'est lui qui l'a mise en place. Maintenant, les filles ont une attaque redoutable. Et ben, toi, en tant que coach en chef des garçons, ok, prouve-nous maintenant. Sachant que le mode relationnel, ça ne marche plus. Parce que ce que moi je dis coaching relationnel, le supporter bas du front va appeler ça le copinage. Moi, je ne m'abaisserai pas à donner ce type de mots parce que dans ma formation, dans mes études et dans la façon dont je vois la psychologie de groupe et des relations, on appelle ça faire des relations. Tu peux faire des relations, c'est permis de faire des relations, mais attention au cadre relationnel que tu imposes. Là, tu te fais manger. La preuve, on le voit, grand public, quand on voit les temps morts. On n'est pas idiot. On n'est pas né de la dernière pluie. Ça n'a pas marché, c'est un échec complet. Il faut donc revoir le management, revoir la façon dont on enseigne les temps morts, comment on les distille, et revoir aussi également qu'est-ce que tu donnes à tes meilleurs joueurs, à tes finisseurs, dans le plan de jeu global qui est basé sur la défense. Ça, on l'a bien compris au départ. Sauf que ta défense, si ton attaque ne performe pas, à un moment donné dans ta tête, tu te dis waouh, mais comment on va faire? Aussi également, Vincent Gérard s'en va. Qui est-ce que tu vas installer comme gardien? Nicolas Karabatic, Valentin Porte et Vincent Gérard donc s'en vont. Qui est-ce que tu vas installer? On parle beaucoup de Kylian Vulmino, on parle beaucoup énormément de Thibaut Briet à Nantes, on parle énormément de lui. Aussi Théo Monard également qui est parti à Kielce, va falloir commencer à penser à lui. Et quelle identité, quel schéma on va proposer maintenant pour surprendre une équipe comme le Danemark qui est favori pour remporter l'or olympique. Au moment où je te tourne cette vidéo, on n'y est pas encore, on est à la veille des demi-finales, mais c'est la voie toute tracée pour le Danemark qui propose forcément les meilleures garanties pour remporter l'or chez nous en France. Voilà, ce sont des questions que je pose à la fin, après avoir posé tous ces constats-là. Robert de PMU te salue. Robert de PMU, je pense pas qu'il prendra le temps de t'expliquer tout ça, mais j'espère que cette vidéo fera date et qu'elle va arriver notamment auprès des bonnes personnes pour que on puisse enclencher une dynamique de jeu plus moderne, plus en phase avec ce qui se passe dans le monde du handball actuellement, et qu'on récupère notre médaille olympique et qu'on puisse se maintenir au niveau de ce qui se fait de mieux dans le handball mondial. Commente, like, partage cette vidéo à tous ceux que tu connais. Apporte maintenant des arguments. Échangeons ensemble dans les commentaires. Partageons ensemble sur ces constats-là. Voyons ce qu'il est nécessaire de faire. Et notre sport avancera et surtout, on sera beaucoup plus exposé aux yeux du monde et on sera enfin considéré dans les médias pour que notre sport puisse passer en prime time et qu'on puisse développer une culture handball au-delà de notre niche auprès des 600 000 licenciés que compte la Fédération française de handball, mais qu'on puisse développer cette culture en étant connaisseur de notre sport. Et après, on ouvrira sur des débats beaucoup plus sur comment répandre le message à l'extérieur. J'ai mes petites idées aussi à moi aussi dans ma tête, mais là on verra ça après les Jeux Olympiques. Allez, on se remet en question et on retourne au boulot. À bientôt pour une prochaine vidéo.